enfin, on pensait que c'était une bonne chose d'organiser ça à l'Université d'Avignon, et que ça redonnait en quelque sorte tout son sens à l'université, hein, de sortir du cadre des débats académiques et d'apporter un peu, non pas de subversion, de vision un peu alternative à tout ce qui nous est enseigné. Voilà, et là pour le coup revenir aux vraies valeurs de l'université. BFM TV. BFM TV. Et donc revenir à la tradition des humanités au sens noble du terme. Voilà, donc ça c'est la première des choses. Remercier également l'association Initiative Citoyenne qui est à l'origine de cette manifestation. Remercier son président, Altine. Remercier particulièrement Younes El Faraoun qui a été vraiment véritablement la cheville ouvrière de cette rencontre. Donc merci à toi Younes beaucoup. Et présenter ensuite nos deux intervenants, M. Pierre Jovanovic et M. Olivier Delamarche. Pierre Jovanovic, journaliste et écrivain, journaliste depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, si je ne dis pas de bêtises, vous aurez un loisir de revenir à propos d'une bêtise. Et M. Olivier Delamarche, gestionnaire de patrimoine, analyste financier, j'espère que les qualificatifs choisis ne sont pas les mauvais, et qui intervient régulièrement effectivement sur BFM TV, BFM Business. Voilà. Donc le thème de la conférence de ce soir, vous le connaissez, voilà, les incidences de la crise financière de 2008 sur l'économie réelle, et puis dans un temps qui est beaucoup plus proche du nôtre, l'avenir de la zone euro, le rôle des agences de notation, la flambée du cours de l'or, bref, en est-on au seuil d'une catastrophe à venir, d'une période de récession. Les intervenants de ce soir sont beaucoup plus qualifiés que moi pour en parler. Et il nous a semblé que cette conférence était nécessaire pour une raison très simple, c'est qu'on peut constater un peu plus chaque jour, même si on n'est pas particulièrement curieux, on se prend quand même la réalité en pleine face, que l'État perd de plus en plus de sa souveraineté, et on a tous un peu l'impression que notre destin collectif, notre destin commun nous échappe, et qu'on n'a plus d'emprise sur rien, en tout cas que le politique, les personnes que nous élisons ont de moins en moins d'emprise sur les choses, et on a un peu l'impression que l'économie est un espèce de phénomène naturel qui par définition nous échapperait, alors qu'on sait pertinemment que dans tout ce qu'on nous raconte, il y a beaucoup plus d'idéologie à proprement parler que de véritables faits. Comme disait Lénine, les faits sont têtus. Voilà donc deux intervenants assez originaux, assez hétérodoxes dans leur pensée, et je suis persuadé que ça vous changera des niaiseries habituelles, des crétins patentés qui se succèdent à longueur de plateau télé. Je citerai pas de nom, au passage à Lémec, sur Arcus, etc. Bref, à la main que des pointures. À la main Une sommité. Grand plagiaire. Absolument, grand plagiaire, et qui se trompe sur tout ce qu'il annonce. Mais bon, on n'en demeure pas moins qu'il a un magistère médiatique que vous n'avez pas, et c'est bien dommage. Voilà, donc j'en arrête là avec les salam alek et les amabilités. Je vais donner la parole à Éric Wenzel, historien du droit, qui a eu l'amabilité d'accepter d'animer ces débats, et donc qui aura le rôle de modérateur. Et donc la conférence va se présenter de la manière suivante, mais vous le savez déjà, 45 minutes de présentation à peu près pour nos deux intervenants, et ensuite un jeu de questions-réponses avec le public, et j'espère qu'il y aura de la polémique, il y aura des questions dans le respect des règles classiques de la disputation, ouais, c'est-à-dire avec respect. Voilà, merci à tous. Écoutez, je suis en tant qu'universitaire, donc patenté. Je suis très content que vous soyez si nombreux, à la fois de la société civile, on va dire, et de la société universitaire, mais les mélanges évidemment. Donc je vais laisser tout de suite la parole. Moi je serai là à la fin que pour lancer les débats, et puis faire en sorte que les débats se passent bien. N'étant pas ni économiste, ni spécialiste des questions financières, je serai forcément modéré, donc mon ignorance sera gage de ma modération. Ce qui ne veut pas dire que je n'aurai pas moi-même des questions à poser éventuellement à nos deux intervenants. Donc je laisse M. Olivier Delamarche s'exprimer pour 45 minutes. Merci. Bonjour. Écoutez, je suis désolé, je vais vous gâcher votre week-end. Parce que ce que j'ai Allô? Ah, ça marche. Ce que j'ai à vous annoncer, c'est marche, hein? Allez-y. Bonjour. Oui. Donc ce que j'ai à vous annoncer n'est pas tellement drôle, donc je vais vous pourrir votre week-end. J'en suis absolument désolé à l'avance.
Mais malheureusement, la situation se dégrade de jour en jour et on n'a pas de sortie possible. Donc ça posait, on va voir pourquoi on en est arrivé là et comment on peut espérer ne pas en sortir. En fait, ça n'est pas une crise qui a débuté il y a 2 ans ou il y a 3 ans, c'est-à-dire en 2008. Elle prend ses racines bien plus loin sur les agissements, 1 de la Fed, 2 des banquiers et 3 des politiques. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous avez une croissance, on va dire, normative, normale, qui doit se trouver autour de 2,5% à peu près l'an, évidemment, ça ne permet pas aux politiques de se faire réélire. Ils préfèrent avoir 5%, c'est quand même beaucoup plus facile. Vous avez un plein emploi à ce moment-là et tout marche bien. Et donc, les politiques ont fait passer le message qu'ils aimeraient bien avoir 5% de croissance. Seulement, pour avoir 5% de croissance, il n'y a pas 36 000 solutions. Si vous avez une banque qui fait son métier de banque, c'est-à-dire vous lui déposez 100 et elle prête à l'économie 130 ou 120, c'est pas avec ça que vous faites 5% de croissance. C'est pas non plus avec le progrès technologique, ça vous permet, tout ce petit ensemble vous permet de, dans le meilleur des cas, de faire 2,5, mais pas 5. Et donc il faut utiliser le fameux effet de levier que les banques se sont régalées à utiliser en faisant toujours plus, puisqu'on est arrivé sur des effets de levier qui maintenant tournent autour de 40 fois. Il suffit de voir la faillite de MF Global récemment, le courtier, qui avait 1 milliard de fonds propres et qui avait 40 milliards d'actifs, donc engagés sur les marchés. Donc évidemment, quand vous avez des marchés qui sont, comme aujourd'hui, difficiles, et que vous perdez 10% dans la journée, ça fait 4 milliards, et donc ça fait une banque qui est en faillite. Il y en aura d'autres, parce qu'elles utilisent à peu près toutes le même effet de levier. Donc cet effet de levier a permis une croissance qui était une croissance forte pendant plusieurs années, et donc des politiques contents, puisque réélus. Et donc vous aviez aux États-Unis des croissances qui tournaient plutôt autour de 5, 5,5, voire quelquefois plus, et non plus de 2, 2,5. Simplement, quand vous avez ça, vous avez un corollaire, si vous voulez, c'est-à-dire que il ne faut pas imaginer que ce système est un système durable dans le temps. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez des cycles en économie qui font qu'une croissance de 5,5% entraîne des tensions. Tensions sur le marché du travail, tensions sur les prix, tensions sur le prix des matières premières. Et donc, au bout d'un moment, il faut qu'il y ait un banquier central, c'était son rôle jusqu'à assez récemment, il faut qu'il y ait un banquier central qui ferme le robinet à un moment. C'est-à-dire que quand vous avez une croissance, quelle qu'elle soit, même à 2,5, ça fonctionne toujours de la même façon, c'est-à-dire que vous arrivez à un certain moment, quand vous êtes vers le haut de la courbe, vous arrivez à certains moments à des tensions, donc multiples et variées. À ce moment-là, vous avez normalement la Banque centrale qui monte les taux d'intérêt, qui resserre le crédit et qui permet de calmer tout ça. Et donc là, vous faites un plateau sur la croissance et puis vous redescendez gentiment. Les entreprises font leur boulot, c'est-à-dire qu'elles dégraissent. Vous avez donc moins de tension sur le marché du travail, vous avez une baisse de la demande sur les matières premières, vous avez une baisse du pricing power de l'entreprise, et donc tout ça se calme, et vous arrivez en fait à une récession. Bon. Les récessions qui est
qui est utile et qui est souhaitable. C'est-à-dire, ça, je vous dis, ça détend les choses. Une petite image pour bien comprendre. Si vous faites passer dans un tuyau 5 mètres cubes seconde alors qu'il est fait pour accepter 2 mètres cubes seconde, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'à un moment ou à un autre, il vous pète à la figure. Bon. Si vous n'avez pas un gars qui à un moment ferme le robinet, eh ben c'est fini. Et c'est ce qui s'est passé, malheureusement, à partir de 2006. Ça s'était passé un peu avant, puisque M. Greenspan était un adepte de l'imprimerie et qu'il imprimait beaucoup de billets, beaucoup trop de billets. Normalement, vous devez avoir une croissance monétaire, si vous voulez, qui est égale à la croissance économique. Si vous avez une croissance monétaire très supérieure, je ne sais pas si Pierre a un graphique là-dessus, mais si vous avez une croissance monétaire très supérieure à la croissance économique, il y a un truc qui ne colle pas. Donc à un moment, vous allez le payer. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Bernanke, quand il est arrivé en 2006, s'est cru malin d'arrêter de monter les taux, qui avaient déjà commencé à monter, et d'attendre pour voir ce qui se passait. Il a vu, on a quand même les 2/3 des subprimes qui ont été fabriqués entre le 2e semestre 2006 et le 1er semestre 2007. Bien joué, monsieur Bernanke. Autrement dit, alors je ne dis pas du tout que s'il avait continué à monter les taux, il n'y aurait pas eu de crise des subprimes. Bien sûr qu'il y en aurait une, s'il y avait des subprimes qui avaient été créés avant, il y en aurait eu encore. La seule chose, c'est qu'on ne les aurait peut-être pas créés au même rythme. Et donc la crise aurait probablement été moins grave. Et en plus, ça lui aurait donné quand même une certaine marge pour pouvoir les rebaisser en cas de pépin. Sauf que là, ils étaient déjà à 0 ou proches, et que donc vous supprimez votre marge de manœuvre. Donc le principe, jusqu'à assez récemment, jusqu'à 2008, c'était un modèle de cycle avec une banque centrale qui resserrait le crédit quand il y avait un peu de surchauffe, et donc des cycles avec expansion, récession qui duraient entre 5 et 6 ans, et tout ça était bien réglé, et tout ça marchait très bien jusqu'à l'arrivée de Bernanke. Donc Bernanke arrive, on avait bien vu la chose, puisque on a été quasiment les seuls à écrire un papier en disant que Bernanke était un imbécile, qu'on allait le payer cher, mais en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu une obsession, on l'avait détecté en 2002, il avait une petite fixette sur la déflation. Ce qui pourtant n'était pas le problème en 2002, puisque en 2001, il y a eu récession aux États-Unis, en 2002, les marges étaient reparties à la hausse. Alors on a eu un problème avec Enron, mais qui n'avait rien à voir avec la reprise économique. La reprise économique était là, donc il n'y avait pas de déflation à ce moment-là. Les marges augmentaient, la marge brute augmentait, EBE sur VA, ça repartait à la hausse en 2002. Donc il n'y avait vraiment pas de question à se poser sur la déflation. Et pourtant, il nous a pondu un joyeux rapport de je ne sais pas combien de centaines de pages sur les risques de déflation à ce moment-là. Donc c'est une petite fixette chez lui et il ne peut pas s'en débarrasser. Et donc il règle tous les problèmes à coup d'imprimerie. Voilà. Donc parce que c'est l'hydre de la déflation est trop forte et donc c'est une trouille viscérale chez lui. Comme l'inflation est une trouille viscérale chez les Allemands. Donc chacun sa phobie. Hein, faut pas... Donc vous avez ce cycle qui était bien réglé et qui
a pris fin en 2008, où justement, au lieu de fermer le robinet, M. Bernan l'ouvre. Ce qui n'était pas forcément malin, puisque je vous dis que dans ce cas-là, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que le tuyau finit par vous péter dans la figure. Donc il l'ouvre à ce moment-là, il ouvre les vannes du crédit, il monétise à tour de bras, et depuis, il n'a plus arrêté, 2008, 2009, 2010, 2011. Certains croyaient qu'il allait s'arrêter au QE2, Quantitative Easing 2, il a en fait jamais arrêté, donc maintenant on appelle ce qu'il fait du Quantitative Easing 3, après vous aurez un 4, 5, 6 et précision, juste une petite, excuse-moi, c'est que ils ont imprimé plus de dollars au cours de ces 3 à 4 dernières années que tout au long depuis la création du dollar. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, et alors en plus, avec une espèce de naïveté confondante, puisque Bernan nous dit depuis le départ que grâce à son imprimerie, il va créer des emplois. Alors, moi, j'ai jamais très bien compris quel était le système qui pouvait amener à créer des emplois quand vous imprimez des billets. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le Trésor américain qui a besoin, puisqu'il est quand même très endetté, qui a besoin d'émettre de la dette. Donc, il émet de la dette. Alors, oubliez tout ce qu'on vous a dit sur la dette américaine, ils n'en sont pas à 15 000 milliards, ils en sont à 21 000. Maintenant, donc, beaucoup plus, ça fait 145% du PIB, c'est-à-dire la même chose que les Grecs. Ils émettent, la Fed rachète, parce que plus personne ne veut de la dette américaine, surtout pas les Chinois, qui en ont déjà un bon paquet. Les Européens, ils ont leurs problèmes, et je pense qu'ils ne vont pas se jeter sur la dette américaine. Les Arabes du Golfe, qui avaient les pétrodollars, trouvent que les amitiés américaines sont quand même plutôt volages ces derniers temps, et qu'on est assez rapide à saisir leur compte, donc ils ne vont plus non plus aux émissions de trésoreries américaines, et donc il n'y a pas grand monde. Et il y a qui est-ce qui reste? La Fed. Donc en fait, si vous voulez, moi j'ai expliqué ça à ma fille de 12 ans, je lui ai dit, tu mets un billet de 20 € dans ta poche gauche, tu le mets dans ta poche droite après, est-ce que tu as 20 € de plus? Elle m'a dit non. Et je lui ai dit, Bernan le croit. Voilà. Donc elle pourra même être patronne de la Fed dans quelques années. Voilà, il y a un vrai souci, c'est-à-dire qu'ils se sont tous, je dis bien tous, parce que la BCE fait très exactement la même chose, même si elle ne le dit pas. La semaine dernière, elle a quand même accepté des refinancements bancaires pour 260 milliards d'euros, c'était pas rien, c'est le record absolu jusqu'à maintenant. Donc si elle nous fait ça toutes les semaines, je pense qu'on est bon pour appeler Mario, Ben dans quelques jours. Donc cette technique, si vous voulez, fait que d'abord ceux qui pensent qu'il va y avoir de l'inflation là dans 3 jours se trompent lourdement, puisque pour avoir de l'inflation il faudrait que l'argent circule. Là il ne circule pas, puisqu'il va d'une poche à une autre et puis qu'il reste dans la poche. On a eu les statistiques là dans la voiture en venant, comme quoi la Fed plus les agences gouvernementales américaines détenaient 47% de la dette américaine. D'accord? Donc ça ne tourne pas, ça ne rentre pas dans l'économie. Vous aviez eu d'ailleurs un rapport assez explicite là-dessus, sur le premier quantitative easing qui a été déployé
en Angleterre, la BOE avait demandé un rapport sur ce qui revenait dans l'économie sur son premier quantitative easing. Et ils se sont aperçus qu'il y avait 3% du quantitative easing qui avait circulé dans l'économie. Ça fait pas lourd. Et ce qui fait que sur ces informations, ils en ont fait un deuxième. Parce que c'était quand même assez amusant. Quand on voit qu'un truc ne marche pas, il faut quand même le réessayer une deuxième fois. On ne sait jamais si la deuxième, ça pouvait marcher. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et donc, vous avez ce que la majorité des observateurs n'arrivent pas à comprendre, c'est que quand vous émettez des billets de banque comme ça, à un moment ou à un autre, vous le payez. Alors vous le payez soit par les taux, hausse des taux, parce que vous êtes trop endetté, soit par la fuite de la monnaie, et à ce moment-là, vous allez avoir à un moment ou à un autre le dollar qui va s'écrouler. Donc vous ne pouvez pas penser que toutes les actions qui sont faites aujourd'hui ne vont pas aboutir à une dégradation de certains facteurs. Facteur monnaie, facteur taux ou autres. Là aujourd'hui, le quantitative easing de M. Bernanke a servi en fait à quoi? Pas à créer un emploi, il n'en a pas créé du tout. Je vous rappelle quand même le taux de chômage américain qui, contrairement à ce qu'on vous annonce, est à 17%, il n'est pas à 9%. 9, c'est le taux officiel. 17, c'est aussi un taux officiel, mais c'est le taux des gens qui ne sont plus dans le circuit d'indemnisation. D'accord? Vous êtes à 17%, on est bientôt donc à un Américain sur 5, ça fait beaucoup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-dessus, sur le chômage? En fait, vous avez des entreprises américaines qui ont, je dirais, c'est malheureux pour les gens qui se sont fait virer, mais qui ont exceptionnellement bien fonctionné. C'est-à-dire que dès le départ, dès 2007, ils ont viré à tour de bras pour contrôler leur marge. Et on s'est aperçu de quoi? On s'est aperçu qu'en fait, après la petite récession, parce que ça n'a pas duré très très longtemps en 2008, les marges des sociétés américaines sont reparties à la hausse et on a battu les records. En 2009-2010, on a battu des records historiques. Le précédent record de marge étant en 1966, donc ça datait un peu. Et là, vous étiez en marge brute autour de 32, 32,5, ce qui est historiquement. Comment ils ont fait ça? Je vous dis, en virant très tôt beaucoup de monde. Simplement, là aussi, il y a un corollaire, c'est que il y a une limite à ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment, d'abord, quand vous n'avez plus personne, c'est difficile de faire fonctionner votre boîte. Et puis, la deuxième chose, c'est que je vous rappelle que la période d'indemnisation aux États-Unis est de 26 semaines. Et donc, au bout de 26 semaines, il n'y a plus d'argent qui rentre et on va le retrouver en top line à un moment ou à un autre, c'est-à-dire sur les chiffres d'affaires et sur la consommation. Alors pour l'instant, ça a tenu. Pourquoi? Essentiellement parce que toutes les aides qui avaient été initiées par Bush ont été reconduites depuis un bon moment. Donc les Américains reçoivent des chèques assez périodiquement, ce qui leur permet de tenir sur leur consommation. L'ennui, c'est que quand vous faites des chèques, il faut s'endetter parce que vous n'avez pas l'argent pour le faire. Et donc l'endettement américain, lui, il a flambé. Donc c'est un espèce de cercle vicieux, si vous voulez, qui fait qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation où, à un moment, les marchés disent stop.
les Chinois disent stop, tout le monde dit stop, personne n'a envie d'acheter la dette américaine, personne n'a envie d'acheter la dette européenne, les taux se tendent, on en a de moins en moins envie, et à ce moment-là arrivent les premiers problèmes. Et les premiers problèmes, c'est quoi? C'est une crise de la dette mondiale, parce que c'est assez incomparable à 29-31, d'ailleurs, tout le monde s'amuse à comparer ça à 29-31, mais malheureusement c'est encore pire, ça va nous faire bientôt passer 29-31 pour un apéritif. C'est que aujourd'hui c'est vraiment mondial, c'est vraiment interconnecté, c'est-à-dire qu'en 29-31, j'aime mieux vous dire que les banques n'étaient pas aussi imbriquées les unes dans les autres que maintenant. Et là, vous avez un problème qui est mondial. Vous avez le Japon qui est endetté à hauteur de 250%, même ça. Alors tout le monde vous dira, mais oui, mais c'est pas grave parce que c'est les Japonais qui achètent leur propre dette. Sauf que les Japonais, ils sont de plus en plus vieux. Et donc, quand il y a une population vieillissante, vous avez des gens qui ont plutôt tendance à sortir leur argent qu'à épargner. Et puis, vous avez une deuxième chose, c'est que là, on est arrivé à des montants qui sont tellement astronomiques que plus personne ne peut les acheter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont être obligés bientôt, eux, d'aller sur les marchés. Et là, c'est pas la même rigolade. C'est-à-dire que vos taux à 1%, vous pouvez les oublier, ils ne seront plus à 1% à 10 ans, ils seront à 3 ou à 4 ou à 5. D'accord? Et quand vous êtes endetté à 250%, il y a un petit calcul arithmétique à faire, mais qui n'est pas très compliqué. 250 fois 5, vous voyez ce que ça fait, et ça veut dire que vous êtes obligé de faire l'équivalent en croissance du PIB, rien que pour payer les intérêts. Alors même pas de rembourser. Donc c'est pas possible. Voilà. Le Japon, depuis 25 ans, fait une croissance zéro. Prenez le PIB d'il y a 25 ans, le PIB d'aujourd'hui, c'est le même. Autrement dit, en masse. Donc ne croyez pas une demi-seconde qu'ils puissent rembourser quoi que ce soit. Donc on a le Japon, on a les États-Unis à 145%, comme je vous disais. Vous avez les pays européens qui ont largement cassé les 100 partout, sauf en France, bien évidemment, puisque on a beaucoup plus malin que les autres. Et donc, vous êtes à plus de 100% partout. D'ailleurs, c'est assez amusant de voir ce qui se passe aujourd'hui, puisque l'Italie est très attaquée ces derniers temps, alors que c'est pas les pires, et loin de là. De très très loin. C'est les Espagnols, suivis probablement des Français, qui sont dans une situation pire que les Italiens. Mais bon, on a choisi l'Italie pour se défouler un peu, donc on continuera sur l'Italie très probablement. Mais donc l'Europe est largement à plus de 100%. Et donc, où y a-t-il de la croissance? Ben, nulle part. C'est-à-dire que la Chine aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de croissance, qu'ils ont un problème de bulle immobilière, qu'ils ont un problème de créances pourries dans leurs banques. Alors là, cet après-midi, j'ai vu que les Chinois avaient annoncé courageusement un 0,5 de baisse des réserves obligatoires des banques, et que le marché a très très bien pris ça, ce qui est amusant. Pourquoi? Parce que si les Chinois qui avaient augmenté, c'est un des moyens techniques pour contrôler l'inflation. Vous avez deux moyens, vous montez les taux, ça c'est un premier moyen, et puis le deuxième moyen, c'est que vous augmentez les réserves obligatoires des banques. Pourquoi? Parce que si vous les augmentez, ça veut dire qu'elles ne font plus de crédit en face, parce qu'elles ont besoin de l'argent. Et donc, ces réserves techniques, quand vous les baissez, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe parce que ça veut dire soit que la croissance qu'ils ont annoncée n'est pas là, c'est-à-dire que c'est très en dessous, soit
que soit que vous avez des banques qui sont dans un tel état, ce qui est probablement un mix des deux, que vous avez des banques qui sont dans un tel état qu'il vaut mieux leur donner un petit coup de main avant qu'elles claquent. Donc la Chine, vous pouvez malheureusement faire une croix dessus. En plus, ne croyez pas tous ceux qui vous disent que le marché intérieur chinois suffira à vivre en autarcie chinoise. Les Chinois dépendent des exportations sur l'Europe et des exportations sur les États-Unis, avec toutes les usines qu'on a bien voulu délocaliser là-bas. Donc c'est dans ce sens-là que ça se passe. Ce n'est pas les Chinois qui nous achètent nos produits, c'est dans l'autre sens. Donc si nous ralentissons, si nous avons une récession, eux la subiront aussi. C'était le fameux découplage, vous savez, dont on vous a rebattu les oreilles en 2008, où on vous disait mais ne vous inquiétez pas, la Chine vous sauvera. Et bien la Chine ne vous a pas sauvé. Donc on attend toujours des autres un miracle. Malheureusement, les miracles en économie, c'est pas fréquent. Donc voilà. Donc sur ce problème de dette qui est mondial, il y a un moment où il va falloir le régler. Alors comment vous le réglez? Beaucoup de gens qui appellent à des cures d'austérité qu'on a déjà commencé dans certains pays d'Europe et qu'on ferait bien de commencer un petit peu partout, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que quand vous faites une cure d'austérité, vous avez moins de croissance, donc vous avez moins d'entrées, et comme vous avez moins d'entrées, évidemment vous ne pouvez pas payer les intérêts qui sont déjà exorbitants, puisque ayant cassé largement les 100%, et donc à partir de ce moment-là, vous vous endettez toujours un petit peu plus. Donc il y a un moment où il va falloir qu'on règle vraiment le problème, et régler vraiment le problème, c'est quoi? C'est aller voir votre créancier en lui disant, écoute, je suis désolé, mais je ne te rembourse pas. Et alors, ça pose un petit souci, c'est que le type en face risque de ne pas apprécier du tout. Voilà. Et donc, non seulement aujourd'hui on va au-devant d'une récession et d'une récession, enfin au-devant, je suis encore optimiste parce que je pense qu'on est dedans, mais on est dans une récession qui va durer parce qu'il n'y a pas moyen de dégager suffisamment de croissance pour rembourser quoi que ce soit, donc on va dans une récession qui va durer, et en plus, quand on annoncera la mauvaise nouvelle à nos créanciers, on risque des soucis. Voilà. Alors, hier, sur BFM, le journaliste me titillait pour que je finisse par lui sortir ce qu'il avait envie d'entendre. Oui, ça peut se terminer en émeute. Oui, quand c'est le créancier est un pays, oui, ça peut se terminer en guerre. Alors, il m'a dit que je n'avais pas de confiance dans l'humain. 14, 18, 39, 45, et d'autres, j'en passe, et des meilleurs. En effet, il n'y a pas vraiment à avoir confiance dans l'humanité. Mais bon, donc aujourd'hui, vous êtes vraiment face à un mur de dette qui croît tous les jours, grâce à nos chers gouvernants économiques et politiques, qui en fait jouent la montre. Hein, plus vous imprimez de billets, plus vous essayez de repousser le problème à plus tard. Simplement, je dis souvent, vous ne gagnez pas du temps, vous l'achetez. Et le problème, c'est que vous l'achetez de plus en plus cher. Et qu'aujourd'hui, réellement, moi, je ne vois pas, alors je suis tout à fait prêt à entendre si quelqu'un a une solution. Je suis sûr que je ne suis pas le seul d'ailleurs qui la cherche, mais je ne vois pas aujourd'hui de solution qui fasse l'économie
de graves soucis. Je ne vois pas de solution qui nous permettrait de sortir sans douleur de là où on est. Donc la récession, elle est aussi sûre que de fonds 4, hein, et le problème, je dirais, final du règlement à un moment de la dette, il est aussi inéluctable. Donc après, espérons que ça se passera bien, mais je ne vois pas très bien comment ça pourrait bien se passer. Voilà. Très bien la crise à venir, hein, qui est juste devant nous, donc c'est pour le mois de janvier. Alors, vous avez ici, ça s'intitule la deuxième vague. À gauche, vous avez les subprimes. Alors, les subprimes, vous savez ce que c'est? C'était les banques américaines qui ont prêté de l'argent à tous ceux qui ne pouvaient pas rembourser. D'accord? Donc, je vous donne des exemples factuels. Par exemple, 400 000 $ à une dame, donc 400 000 $ sur 25 ans, à une dame qui avait, je ne sais plus, 72 ans. Très souvent. L'équivalent de 3 millions de $ à un webmaster au chômage, ça se fait en Californie, c'est juste des exemples factuels. Et tout à l'avenant. Hein. L'exemple que je donne dans mon livre Webmaster, c'est qu'à un moment donné, vous aviez des rabatteurs qui allaient dans les stations-service, et quand les gens s'arrêtaient pour faire le plein, ils venaient leur faire signer, ils disaient tu veux acheter une maison? L'autre, en train de faire le plein, oui, évidemment. Tiens, 300 000 $, hein, et tu peux t'acheter une nouvelle voiture, un nouveau lave-vaisselle. Voilà. C'est comme ça qu'ils ont fait ce qu'on appelle les subprimes. Alors, pourquoi ils ont fait les subprimes? Pour une raison très simple. Là aussi, je vous renvoie au livre Black Masters, dans le sens où elle a inventé, ou du moins réinventé, le produit miracle, hein, donc, qui s'appelle le Credit Default Swap, qui consiste donc à trouver quelqu'un qui va prendre le risque de l'impayé à la place de la banque. Voilà. Donc ça, c'est la troisième ère bancaire, telle que définie par Julian Tett dans son livre L'or des fous, qui est journaliste au Financial Times. Alors, le subprime, donc voilà, c'est tous ceux qui sont au chômage, qui sortent de prison, etc. D'accord? Alors, prime, c'est tous ceux qui ont pu apporter ou mettre 5 ou 10% de la valeur de la maison. Hein, et donc le reste, donc les 95% autres, hein, du montant de la maison, leur a été prêté par la banque. Donc ils considéraient ça comme prime. Okay. Ensuite, alors là, on rentre dans une catégorie assez surréaliste, hein, puisque vous avez ce qu'on appelle le Alt A. Alors Alt A, bon, vous avez compris, hein, c'est sur l'ordinateur, la touche Alt, et puis on appuie sur A. C'est-à-dire que là c'est vraiment l'attrape-nigo parfait. Hein. C'est-à-dire que c'est il vous prêtez 400 000 $ ou 1 million de $, peu importe, à 1% pendant 3 ans. D'accord. Et ensuite, au bout des 3 ans, c'est Alt A, c'est-à-dire pouf, vous montiez à 8% d'un coup. Hein. Donc ça veut dire, je vais vous donner un exemple tout de suite très, très simple, vous remboursiez 500 €, et puis au bout de 3 ans, vous passez à 2000. Donc vous étiez mouru. Voilà. C'est exactement ce qui s'est passé. Ensuite, vous avez l'option ARM, donc c'est comme c'est marqué là, c'est Adjustable Rate Mortgage, hein, donc c'est les recettes, c'est-à-dire que là c'est un peu plus, c'est du Alta, mais un peu plus sophistiqué. Bon. Alors pourquoi, je donne une explication très technique. Pourquoi ils ont donné 1% pendant 3 ans, ou 2%, vous voyez, c'est le taux d'attraction. C'est un peu comme ING, là, vous payez en banque, là, vous font la pub, ils vous disent 4,5% sur votre livret A, puis en tout il est marqué pendant 3 mois. D'accord? Et puis ensuite vous retombez, je sais pas, Olivier, 1%, 2%, 3%. Voilà, donc c'est le même arnaque, hein, mais sauf que là c'est beaucoup plus élaboré et ça porte sur des centaines de milliards. Alors donc, le type qui sortait du McDonald's, hein, qui signait pour 300 000 € ou 400 000 $, ils s'en foutaient totalement de savoir s'ils pouvaient rembourser ou pas, puisque son dossier était repackagé et revendu, notamment principalement aux Allemands, aux fonds de pension allemands. Hein, parce que c'est eux qui ont été les plus grands consommateurs de subprime.
La même chose pour les prêts. Donc vous avez ces 4 catégories de prêts. Et alors regardez bien, c'est très intéressant, ça vient de Agora Financial, ça vient de ma doc privée, et ça date de, regardez bien, 1er septembre 09. Donc ça a quasiment 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant. Et on vous dit bien, vous êtes là, un peu comme sur un plan. Sauf que maintenant, nous sommes en décembre 2011. Donc si vous avancez un petit peu, vous allez voir qu'il y a une nouvelle vague de gens qui vont passer, vous savez, de remboursement à 1 ou 2% d'intérêt sur leur prêt, ils vont passer à 8 ou à 10. D'accord? Donc ils vont exploser en plein vol. Et c'est à peu près 800, je vous le donne de tête, mais bon, pour vérifier, c'est à peu près, je crois que c'est 800 000 milliards de dollars d'emprunts qui ne vont pas être remboursés. D'ailleurs, vous voyez bien la crête, enfin la vague jaune qui va arriver et qui va se déclencher principalement donc, qui va se terminer donc à peu près en janvier-février 2012. Voilà. Alors, attention, tous les dossiers d'impayés, donc août, septembre, octobre, novembre, n'ont pas été comptabilisés par les banques américaines. Elles n'ont aucun intérêt à les comptabiliser. Ça va fausser leur compte. Olivier va vous confirmer. Donc, toutes ces pertes seront répercutées sur l'année prochaine, en 2012. Et bien entendu, les déclencheurs de permutations d'impayés, donc les crédits défaut swap, vont être actionnés. Et là aussi, donc ça va entraîner, ça va déporter, allez, je vous dis, combien on dit, 200 000 milliards? Peu importe, les sommes là nous dépassent totalement. Voilà, là, avec ce graphique, ça résume exactement ce qui nous attend, enfin ce qui attend surtout les Américains, en 2012. Mais n'oubliez pas une chose, Groupama, GAN, AXA, tous ces braves gens qui sont censés nous assurer, ont acheté du subprime, du prime, de Altea, du option ARM, etc. Et donc, ils ne seront, je pense, jamais remboursés. Donc ça va être des pertes encore plus graves pour elles. Je ne vous parle même pas de la BNP, de la Société Générale, du Crédit Agricole et de toutes les autres banques qui ont acheté pour des centaines de milliards de subprime en swap, que ce soit en couverture ou dans l'autre sens. Attention, c'est très important. N'oubliez pas, vous avez une précision dans le livre, en juillet 2008, donc la crise avait déjà commencé, puisque les faillites avaient commencé en 2007. La BNP a continué, pour dire à quel point ils sont stupides, ils ont continué à acheter des subprimes. Alors que toutes les banques américaines qui ont fait du subprime sont tombées les unes après les autres en 2007. Ça vous montre bien qu'il y a un sérieux problème au sein des banques françaises, et c'est à se demander même si elles ont voulu encaisser des pertes à un moment donné. Moi, c'est vraiment la question que je me pose. Parce que qu'elles aient acheté des subprimes et autres packages financiers en 2007, pourquoi pas? Mais en juillet et août 2008, alors là, c'est fondamentalement incompréhensible. Voilà. Donc ça, c'est... Je ne sais pas si vous avez pu prendre une photo, enfin on le verra, je pense. Regardez bien la petite montagne. Tout ça, ça va être une vague phénoménale, un tsunami d'impayés. Mais vous vous souvenez du tsunami là, en 2005? Voilà. C'est la même chose, sauf que c'est financier, c'est invisible, mais ça va littéralement, vous savez, comme dans le film, là, vous savez, la grande vague, là, je sais pas quoi, le réchauffement du climat, là, le jour d'après, voilà, donc là, c'est l'année d'après, 2012, je n'ai pas fait exprès, mais ça tombe pile. Regardez, c'est imparable, et c'est pas, ce sont des gens extrêmement sérieux, donc qui ont fait ces statistiques sur la base de l'ensemble des données fournies par les banques. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Alors, on va peut-être passer, donc je vais vous montrer un autre graphique, c'est celui-ci. Alors ça date d'il y a 3 jours. Alors, je ne sais pas, parce qu'on est sur 2 ordinateurs en même temps. Voilà, c'est le... Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ici. Voilà.
Regardez bien. Oh là là. Alors, ça, vous ne l'avez pas vu dans les échos, ni dans la tribune. Regardez bien, ça c'est les échos de ce matin. Moi je l'ai acheté ce matin à la gare de Lyon. Qu'est-ce qu'il vous dit les échos? Dans les échos. Zone euro, un mur de dette de 800 milliards. Ils sont sérieusement en dessous de la vérité. Parce que déjà le mur de dette, il faut rajouter un zéro, hein, ça sera le minimum. Et ça vous montre à quel point l'escroquerie des banques avec les crédits default swap et les crédits dérivés continue, hein, puisque c'est Zero Hedge qui commente donc un article extrêmement pointu de Wealth and Sonntag, mais Zero Hedge avait déjà commenté l'augmentation absolument phénoménale des crédits dérivés au cours des six derniers mois. Parce qu'ils ont tellement peu de liquidités qu'ils sont obligés de fabriquer des faux produits dérivés pour équilibrer leur comptabilité. Olivier, on est d'accord? Je te présente, ok. Donc voilà. Alors, regardez bien le chiffre, 707 trilliards. Je ne me trompe pas. Enfin, il y a tellement de chiffres, hein, mais je crois que c'est 707 trilliards, hein, vous pouvez compter. Voilà. Banks increase total outstanding derivative 107 trilliards en 6 mois. Je ne sais pas si vous imaginez. Ils sont devenus fous. Elles sont devenues folles, pardon, c'est bon. Et tout le système financier. Donc, inutile de vous dire que cette chaîne d'alpinistes financiers, banquiers, etc., qui continuent en ce moment même à tomber, en fait, ils se sont fabriqués ici, vous le voyez bien, avec cet article, des paravents pour cacher le désastre qui va se passer, alors là, certainement en 2012. Parce que, je veux dire, pour avoir travaillé pendant quasiment 2 ans et demi, 3 ans sur la JP Morgan et sur les crédits dérivés, sur les crédits default swap, je veux dire que même Black Master, aussi douée soit-elle, elle n'a jamais réussi à faire ça en 6 mois. Ça c'est la preuve absolue du désastre financier qui nous attend. Tout le monde. Alors, je vais vous donner maintenant un exemple très pratique, très factuel, qui se trouve sur mon blog depuis, techniquement cette nuit. C'est des informations que j'ai réunies, que j'ai reçues de différentes sources, notamment de la police, de l'armée, de militaires. Sachez que certains bataillons français n'ont pas été payés au mois d'octobre. Et c'est quelque chose de récurrent, c'est-à-dire de plus en plus souvent, les militaires se plaignent du fait que leur solde n'est pas réglé en temps et en heure. Autre problème encore plus incroyable, c'est-à-dire que depuis à peu près 2 ans et demi, le remboursement, alors que ce soit police, hein, on est d'accord, police, militaire, CRS, marin, etc., le remboursement de leurs frais de déplacement, primes de risque, aéroportés, parachutistes, enfin tutti quanti, a été régulièrement repoussé. Un coup, ils avaient 3 mois ou 4 mois de retard. Maintenant, le retard enregistré par l'administration militaire et policière pour régler donc les notes de frais est de 10 mois. Vous retrouverez d'autres informations sur le blog. Ensuite, nouvelle formule, les parachutistes sont systématiquement arnaqués par les compagnies d'assurance qui sont censées leur donner une couverture spécifique à leur métier, aux policiers ou aux CRS, et quand ils ont un problème, on leur sort un alinéa, vous savez, un alinéa 25 encore en Arial 2, qu'ils n'ont jamais vu, et qui dit « Cher monsieur, vous avez été blessé sur le terrain, vous avez pris une balle de taliban, mais je suis désolé, ça ne nous regarde pas. » Voilà. Donc vous avez tous les liens sur le blog pour vérifier, au point que maintenant vous avez une association qui s'est créée pour défendre, parce que ce sont les soldats de base et les officiers qui sont sur le terrain qui ne sont pas payés. Alors, et le pire, écoutez bien, c'est pour la marine nationale. Alors vous allez me dire, le mec dans son sous-marin pendant 6 mois, il n'a pas besoin de sa carte bleue, il a un virement, il ne va pas les vérifier. Bon, c'est d'accord.
ni sur les bateaux. Hein, ils ne vont pas non plus, ils tournent pendant, etc. Donc là aussi, ils sont payés, si je peux me permettre, d'après s'il y a des artilleurs dans la salle, au lance-pierre. Donc il y a un véritable problème. Je ne sais plus, je crois que c'est l'un de vous qui me disait, donc au conseil, mais c'est quelque chose que j'entends régulièrement maintenant, dans les conseils généraux, quelle que soit la région, le remboursement des notes de frais de déplacement et autres articles annexes sont reportés au calendrier grec. Là aussi, c'est un clin d'œil à Athènes. Je veux dire, il y a un sérieux problème aujourd'hui au sein de Bercy, et le site de militaires, donc hyper spécialisé, dit à partir du moment où Rome ne paye plus ses prétoriens, ça sent mauvais. Hein, et je vous rappelle, si je peux me permettre, il y a quand même un certain nombre de révolutions menées par des militaires, surtout en Afrique, on dirait, qui n'ont pas été payés. Voilà. Il y a des révoltes en ce moment, entre guillemets la révolte, c'est-à-dire que les chefs de corps ont du mal à tenir leurs hommes, parce que ce sont des troupes, ce qu'on appelle les troufions, le soldat de base, quoi, celui qui est vraiment sur le terrain, qui court avec son fusil, etc. Hein, voilà. Donc ils ne sont pas payés, ou alors au lance-pierre. Et écoutez bien, ceux qui sont partis en Afghanistan, ceux qui sont partis au Liban, pas en Yougoslavie, mais dans d'autres théâtres d'opération, comme ils appellent ça, où la France intervient régulièrement, on leur promet des primes de risques parachutistes, déplacements, opérations extérieures, qui vont, je sais pas, 300-400 € par mois. Et donc tous ces braves soldats ont pris ils ont pris des crédits CTLM, bien entendu, ou Cofinelga, qui ne peuvent pas rembourser. Donc vous voyez, ils sont partis dans une espèce de chaîne en ce moment, et ça crée des tensions au sein de bataillons. Voilà, donc là c'est du factuel, hein, puisque c'est quoi déjà le thème de c'est les effets de la crise, je crois que c'est ça, ben voilà. Vous avez là un exemple typique, et le coup de gueule notamment de ces anciens militaires, il n'est pas vieux, puisqu'il date du 28 novembre 2011. Donc vous voyez, ça a 2-3 jours. Alors, que se passe-t-il comment cette crise se traduit et comment elle va se traduire? Je crois que ça fait maintenant 4 ans que je fais cette revue de presse qui au passage, je n'aurais jamais imaginé, si vous voulez, qu'elle aurait un tel retentissement, parce que je pensais qu'il y aurait d'autres journalistes qui feraient quand même leur travail d'information, enfin, notamment ceux-là, ou la Tribune, parce qu'il y a des journaux économiques. Eh bien non. Il n'informe pas. Alors, ce que je peux vous dire, donc, avec 4 ans de recul, c'est que ça va être un massacre absolument phénoménal, notamment en raison de l'arrivée du tsunami des haltes A, ARM, etc., que je vous ai montré tout à l'heure. Hein, et vous avez vu que ce graphique datait déjà de 2009. Voilà. Donc, sachez que les histoires de signature automatique pour expulser les gens des maisons aux États-Unis continuent, hein, et qu'on a retrouvé le cadavre justement de l'une d'elles. Justement, c'est celle qui avait dénoncé la première à dire que tout ceci était une vaste escroquerie, puisqu'il n'y avait jamais de témoins et que la fille qui signait, Paul était vice-présidente de la JP Morgan, 2 secondes après, elle était vice-présidente de Goldman Sachs et de la Banque of America, et ainsi de suite. Et en fait, ils ne s'emmerdaient pas, ils faisaient du coupé-collé. Ils scannaient une signature, ils faisaient un coupé-collé, ils le collaient sur toutes y compris celles de juges, etc. Donc tout était absolument faux. Enfin bon, donc vous avez vu que ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis est absolument effrayant, parce que vous avez vu que Wall Street a pris le pouvoir aux États-Unis, et vous avez également vu que les banquiers, en l'occurrence Goldman Sachs, a pris le pouvoir en Europe. Alors, je vais vous montrer un autre graphique, si vous pouvez. Alors, je crois que... Non, c'est pas ça, mais c'est très bien. C'est impeccable. Alors, voilà. Goldman Sachs, Abacus, 2004. Voilà. Alors, on recule dans le temps un tout petit peu. 2004, vous voyez, là, on est en pleine expansion
Et rien que ce graphique vous montre que, de toute façon, je veux dire, au sommet, vous savez, si vous prenez la pyramide que des banquiers, des financiers, seuls les gens vraiment au summum, du moins ceux qui l'ont conçu, pouvaient comprendre déjà comment ça marchait. Parce que si vous descendiez un cran dans la hiérarchie, tiens, vous étiez sûr que c'était absolument incompréhensible pour tout le monde. Alors Abacus, c'est quand même l'un des plus grands scandales de ce qu'on a vu dans les crédits des faux swaps. Alors je vais essayer de trouver, c'est pas pratique là, cette histoire de... Je sais pas, j'ai pas dû le copier sur votre... Non, c'était pas sûr. Alors celui-là, vous l'avez? Non, pas du tout. Si, de toute façon, il est en bas. Voilà, Ah oui, celui-là. il est là. C'est bon? Alors, voilà un graphique qui va faire plaisir à Olivier Tanoche. Hein, ça, regardez bien. Ça, c'est aussi percutant, si j'ose dire, tsunamiesque que ce que vous avez vu tout à l'heure. Puisque là, c'est le véritable endettement. Là, vous avez, regardez bien, donc vous avez la dette du gouvernement, ensuite vous avez la dette des banques, et puis vous avez celle des ménages. Donc c'est l'endettement global de chaque pays, ce dont on ne vous parle jamais. Alors regardez bien ce graphique, il est absolument édifiant, et vous voyez que le prochain sur la liste après l'Italie et la France, c'est l'Angleterre. Hein, l'Angleterre va être littéralement flinguée, parce que là, de toute façon, je ne vois pas très bien comment les Anglais vont pouvoir passer 2012 avec un tel endettement. Et d'ailleurs, depuis, j'ai vu passer une information très précise hier soir, tard des États-Unis. Olivier, je ne sais pas si tu l'as vu. Alors, je ne sais plus si c'est Fitch ou Moody's, où il est question de dégrader l'Angleterre au cours du mois de janvier. Alors, ça fait beaucoup de pays qui vont être dégradés, et cela va augmenter d'autant, si vous voulez, le prix de remboursement des bons du Trésor. Mais en tout état de cause, vous voyez que la France est à 341%, l'Espagne à 366%, donc franchement on n'a pas grand chose à leur envier, nos amis espagnols. Le Japon, donc ça confirme ce que disait Olivier tout à l'heure, est à quasiment 500%. Et le Canada, comme toujours, c'est celui qui s'en sort le mieux, ainsi que l'Allemagne. Et là, je suis moyennement chaud sur le chiffre qui est donné pour les Américains. D'une part parce que ça vient du Business Insider et que tout ce qui touche au Business Insider, ça appartient, si vous voulez, à un ancien trader de Wall Street qui a été interdit de séjour à Wall Street pour fraude financière. Donc là, comme je le dis souvent à la radio, il essaie de se refaire une virginité pour renouer avec ses petits copains et donc leur servir la soupe. Voilà. Indépendamment de ça, vous avez quand même une très bonne vision, je pense que ce graphique est assez parlant, de ce qui va se passer, surtout si vous le conjuguez aux 707 trilliards qu'on a vu précédemment. Et je ne vous parle pas des subprimes, primes et autres produits toxiques qui vont arriver comme un tsunami donc en janvier et qui seront comptabilisés par les banques à partir de février, mars, avril. Et plus on repousse et plus on se porte. D'ailleurs, juste pour une précision à ce que Olivier a dit tout à l'heure, j'ai noté ça. Il disait que la planche à billets ne servait à rien. Alors, je me souviens d'avoir donné une information absolument marrante. C'est par exemple l'État de Californie donc, avait, je crois que c'était pour Los Angeles, enfin une grande ville, Los Angeles ou San Francisco, et donc ils avaient investi 500 millions de dollars pour créer des emplois. Et donc ils avaient réussi à créer 500 emplois. Je ne sais pas si vous voyez, donc ça fait l'emploi à 1 million. Vous voyez, vous savez, le soutien de la région, le soutien de l'État, vous connaissez ça, ben voilà. Donc eux, ils ont fait très fort, ils ont réussi à dépenser 1 million de dollars par emploi créé.
sais pas si c'est des vendeurs de McDo, mais en tout cas, c'est quand même fondamentalement impressionnant. Et alors, la deuxième précision que je souhaite apporter pour ce que dit Olivier, en ce qui concerne le déplacement de la dette. C'est-à-dire que, vulgairement parlant, c'est la grande androuille. Vous vous souvenez de la scène où les Allemands sont en train de jouer à la chaise musicale, ils sont tous en train de chanter au là-haut, et en train de sautiller avec leur chaise, et puis c'est le dernier qui est éjecté. Ben voilà. Ben, ils font exactement la même chose avec la dette. Alors, ça porte un nom technique, je me souviens plus trop, mais toujours est-il que Lehman Brothers, donc pour illustrer ce qu'a dit Olivier, Lehman Brothers avait un déficit absolument phénoménal. Mais 3 semaines avant de publier ses résultats, 2 semaines avant de publier ses résultats, il se débrouillait pour se faire prêter, je dis n'importe quoi comme chiffre, 300 millions de Londres. Ces 300 millions apparaissaient immédiatement dans leur compte, donc il le présentait comme actif, etc., donc ça équilibrait le bilan. Et une fois que les résultats étaient publiés, il renvoyait, il remboursait les 300 millions plus intérêt, bien sûr. Voilà. Et c'est pour ça que Jamie Dimon, patron de la JP Morgan, s'est vraiment fâché tout rouge, puisqu'il lui a demandé le règlement, le collatéral, comme on dit, et c'est ce qu'il a coulé. Jamie Dimon a été absolument intraitable, et c'est en partie lui qui a fait la chute de Lehman, mais de toute façon, Lehman serait tombé également. Donc, sachez simplement que ces histoires de dette que vous entendez tous les jours à la télévision, on vous dit que tout va bien, surtout sur TF1, ils sont vachement riches. Ils vous disent que tout va bien. Quand la bourse monte, alors ils vous font des gros plans sur on a fait 3% de plus, vous voyez, après avoir perdu 800 points, je ne le précise pas. Et quand la bourse, quand il y a des crashs phénoménaux, même des mini-crashs, ils n'en parlent même pas. N'oubliez jamais une chose, l'année dernière, Pernod a quand même réussi à donner les résultats de la bourse de Paris au journal de Trésor. On ne va pas chipoter, entre 17 et 20. Sachant qu'ils ont enlevé, je vous dis, c'est l'exemple que notamment de différents lecteurs et auditeurs, quelqu'un qui achète régulièrement sa marque de gâteau, dans la boîte, il y en a toujours 10, et puis à un moment donné, pouf, tiens, où est le 10e? Non, il ne reste plus que 8 ou 9, donc il y en a 2 qui ont été enlevés. D'accord? Vous avez constaté, vous aussi, au supermarché, que les boîtes de conserve, qui depuis 40 ans étaient toujours au même format, d'un seul coup, pouf, elles ont toutes suivi le régime du camp. Elles ont réduit, non mais je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles... et dernière nouveauté, c'est le café a tellement augmenté. Alors là aussi, vous pouvez remercier Black, parce qu'elle, et c'est, je ne sais plus, 1700 traders, elle achète le jus d'orange, le café, surtout le café, et donc elle spécule là-dessus. Elle achète le café avant même qu'il arrive dans vos tasses, et les nôtres. Et donc, Nescafé a sorti la version porte-clés, c'est-à-dire, vous avez la photo sur le blog, c'est-à-dire c'est un pot de 50 grammes de café que vous pouvez acheter maintenant. 50 grammes de café, je ne sais plus, 3,50 €. 3,50 €. Voilà. Donc, ceci vous explique cela, c'est-à-dire que les banques, avec les centaines de milliards dont elles disposent, que dis-je, trilliards, eh bien, elles peuvent acheter le monde, si je veux dire. On est dans un jeu de monde. Non, mais sérieusement, c'est comme dans un jeu de monde. Vous avez le méchant qui veut contrôler le monde, mais on y est. Vous savez, je veux toujours dire que les écrivains parfois voient des choses à l'avance, et rappelez-vous, cet écrivain, je crois que c'est anglais, qui, 6 ans avant le Titanic, a écrit un roman dans lequel on a un bateau qui s'appelle le Titania, ou je sais pas quoi, enfin c'est exactement la même description, et qui finit par couler au plein milieu de l'océan parce qu'il a raté, je sais pas quoi. Voilà. C'est la même chose, je pense que là, on est en présence, vous voyez la mainmise des banques sur le monde. Donc ne vous étonnez pas après qu'elles soient capables de faire passer des lois par les politiques. Parce que c'est ce que je dis. Vous pouvez montrer la photo de Backmaster là, ouais, vous devez l'avoir. Voilà. Elle n'a pas besoin d'être élue. Vos députés, vos
conseillers régionaux, vos maires, ils ont besoin d'être élus. Hein, ils ont besoin de faire une campagne, pour être élus. Ils ont besoin de rencontrer les gens, leur parler, aller sur les marchés, blabla, etc. Elles, non. Et pas plus que ses consoeurs et confrères. Elle n'a absolument pas besoin d'être élue. Elle ne veut même pas qu'elle soit connue. Je veux dire, la JP Morgan a tout fait pour m'empêcher d'écrire le livre en me disant, il m'avait menacé, j'ai le mail quelque part, d'ailleurs c'est marrant, de la dire comme de la JP Morgan, disant qu'elle m'enverrait, m'enverrait tous leurs avocats. Ce qui, si vous voulez, vu le nombre d'avocats qu'il y a à la JP Morgan, fait beaucoup de monde. Non, voilà, je me souviens, le texte qui est là-bas, c'est que tous les avocats de la JP Morgan liraient avec attention l'ensemble de mon livre mot par mot. Hein, sous-entendu, à l'américaine, pour me faire 25 000 procès. Bon. Voilà, donc j'ai publié le livre, j'attends toujours des nouvelles de la JP Morgan, mais comme toutes les informations qui sont dedans sont vérifiables par les lecteurs, et que je ne suis pas forcément modèle, sauf que je montre simplement comment ils ont, elle n'est que la partie visible, mais c'est elle qui a inventé le produit qui est en train de détruire le monde en ce moment même. Et je veux simplement vous rappeler la jeunesse de l'affaire, ça c'est très important. Elle est allée, la JP Morgan avait peur de prêter, je ne vais pas dire de bêtises, mais quand vous me corrigerez, on va dire 5 milliards de dollars à Exxon, d'accord mais la JP Morgan avait peur que Exxon fasse faillite à cause des procès, hein, à cause du Exxon Valdez, d'accord. Donc, l'idée géniale de Bright Masters a été d'aller voir la Bird, je reviens en la Bread, qui est aussi bon. Donc la Bird, la banque européenne, fondée par Jacques Attali et surtout voulue par François Mitterrand. Et elle est allée voir, donc à l'époque, c'était M. de la Rosière, hein, donc le grand patron. Et elle lui dit voilà, nous, on peut bien donner 5 milliards à Exxon, mais est-ce que vous acceptez de prendre le risque? C'est-à-dire que Exxon va nous payer à 6% d'intérêt. Moi, JP Morgan, je vous redonne, on va dire 2%, hein, mais vous prenez le risque. Si jamais Exxon fait faillite, vous payez à leur place. D'accord? C'est le fameux, c'est le premier grand crédit dépôt swap moderne, hein, mené par Bright Masters. Qu'a fait Jacques de la Rosière, qui, quand j'ai interrogé, tout d'un coup, il a une crise d'Alzheimer, il ne se souvenait plus de rien. Mais j'ai pu interroger d'autres personnes dans son entourage qui était absolument écœuré par son hypocrisie, au passage. La clé, c'est que la Bird, étant une banque européenne, elle en a, je veux dire, de la Rosière, elle n'a absolument rien à faire si Exxon faisait faillite. Parce que dans ce cas-là, eh bien, M. de la Rosière serait allé voir le président à l'Élysée ou à Bercy, dit voilà, on a un petit souci, vous savez, les marchés sont extrêmement volatiles, c'est très difficile, on a besoin de 5 milliards. Et il l'aurait pris au peuple français, aux Anglais ou aux Allemands. C'est aussi simple que ça. Le crédit dépôt swap le premier, a toujours tenu sur le principe qu'en cas de défaillance, de toute façon, la BERD pouvait revenir vers ses créateurs, en l'occurrence le gouvernement. Olivier, je ne sais pas si tu es d'accord. Voilà, c'est véritablement, il faut que vous compreniez ça. Et depuis, son idée a été jugée tellement géniale par les autres banquiers, d'ailleurs, qui n'y croyaient pas. Parce que ça revenait à dire, voilà, je vais transformer l'eau de cette bouteille de Amanda, je me disais, Capital on va le transformer en Dom Pérignon. Et non, mais sérieusement, ça revenait à ça, ils n'y croyaient pas. D'où des réunions interminables pour expliquer, et c'est comme ça qu'elle a vraiment parcouru le monde pour expliquer à tous les banquiers comment fonctionnait son système de swap. Hein, elle a même publié un livre qui est devenu extrêmement célèbre. Je ne sais pas si on peut voir ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis désolé, je suis très embêté parce que c'est pas du tout c'est pas simple à présenter comme ça. Et voilà.
Vous avez ça, la formule magique? Oui. Voilà. Alors regarde bien. Voilà. Ça, c'est comme une lessive, hein, vous voyez, c'est la formule secrète qui a détruit Wall Street. Alors, juste pour vous expliquer ce qu'est cette formule. J'essaie vraiment de résumer, sachant que vous avez vraiment tous les détails dans le livre. C'est comment dire, c'est quelque chose que les hôpitaux et les assureurs surtout connaissent bien. C'est le syndrome du cœur brisé. C'est-à-dire que vous êtes marié depuis 30 ans, vous aimez votre femme désespérément, elle meurt d'un cancer ou de ce que vous voulez, et en général le mari meurt 6 mois plus tard de chagrin. C'est encore plus connu chez les animaux, c'est-à-dire les chats et les chiens se laissent mourir après le décès de leur maître. Donc c'est le syndrome du cœur brisé. Alors, les premiers à analyser et à donner ça aux mathématiciens, bien entendu, c'était les assureurs, les employés, puisque il était, grâce à ça, il était possible pour eux de calculer quelle serait combien de personnes allaient mourir du syndrome du cœur brisé, et donc par là, évidemment, monter les prix d'assurance, voilà, je vous ai parlé. Donc ça, c'est la formule magique. Alors, pour le faire très simple, on va dire qu'un mathématicien de génie que Black Masters a embauché à la JP Morgan, dans une de ses filiales, a trouvé la formule mathématique qui fait à peu près 2 fois le tableau derrière cet écran. Et donc, il a résumé à cette formule-là, c'est-à-dire que cette formule leur permettait de savoir quels sont les ménages qui ont fait des emprunts immobiliers et qui ne rembourseront pas. Tout simplement. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est Madame Irma mathématique. Voilà. Donc ça, c'est alors, cette formule a été portée au nu au départ par tous les traders, surtout les pointes des banques. Les pointes, vous savez, ce sont ces mathématiciens de très très haut niveau qui calculent, qui sont en général la plupart du temps des statisticiens, et qui calculent, du moins qui essaient de donner une prévision de la manière dont va évoluer le marché. Mais il se trouve que cette formule avait une petite erreur, et dont la trajectoire, si vous voulez, a littéralement emporté Wall Street. Parce que c'est sur cette formule-là que Black Masters, sûr d'elle, à 100%, signe son livre, le guide aux dérivés de crédit, excusez-moi. Et c'est sur cette base-là qu'elle a littéralement convaincu tout Wall Street ainsi que le reste du monde. Donc vous voyez qu'à la base, ils ont véritablement mis dans une formule mathématique le syndrome de la perte. Ça a très bien fonctionné, puisque à partir de 2007, vous aviez 300 000 personnes tous les mois qui étaient jetées hors de leur maison. Donc ils ont perdu leur maison, leur femme, divorce, machin, truc, tout y et ça continue. Donc ça ressemble vraiment à un mauvais sort, un truc de sorcière, un peu comme vous savez dans les livres de mythologie grecque. Sauf que c'est véritablement la réalité. Et ça, personne ne vous l'a expliqué. Mais toujours est-il que la chute des grandes banques en 2007 est due en grande partie à cette formule-là. Voilà. Donc il faut vraiment savoir. Donc, et à partir d'aujourd'hui, eh bien, le système, vous ne pouvez pas l'arrêter. C'est une vague qui continue à tomber. Vous savez, un peu comme quand vous êtes sur une plage et vous voyez une vague qui vient mourir à vos pieds. Eh bien, dites-vous bien que chaque vague, eh bien, ce sont autant de gens qui sont expulsés de leur maison, surtout aux États-Unis, mais également dans le reste du monde. Et quand ce ne sont pas des gens qui sont expulsés de leur maison, ce sont des gens qui ne toucheront pas leur retraite. Tous les fonds de pension, tous les fonds de retraite sont ruinés. Ils ont déjà été ruinés à partir de 29 septembre 2008. Ils le sont encore plus maintenant. Voilà. Donc, ça aussi, je vous le dis, si vous comptez toucher votre retraite, je vous le dis, vous êtes des tout rêveurs. Vous ne toucherez rien. Le système est condamné à s'effondrer.
vous l'avez vu, ce ne sont même pas mes informations. Je me contente de vous les transmettre avec les commentaires, mais vous pouvez les vérifier par vous-même. L'histoire des 707 trilliards de dollars de crédits dérivés que les banques ont fabriqués sur les 6 derniers mois est la preuve absolue de l'immense escroquerie qu'elles sont en train de faire et qu'elles sont en train de, comme disait Olivier Delamarche tout à l'heure, de transvaser d'une banque à une autre, et puis ils font le tour comme ça, jusqu'à, et là c'est Sachevitas qui me l'a expliqué. Sachevitas, pour ceux qui le, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, il y a un film qui s'appelle Inside Job, il apparaît dans ce film, c'est le grand spécial mondial du risque, et il a dit, ils sont en train de se refiler une grenade nucléaire, et qu'à un moment donné, cette grenade va leur exploser dans les mains, et à partir de ce moment-là, ça sera en cascade. Je crains au vu des dernières informations, que tout ceci se précipite. À un moment donné, ça va très très vite, qu'il y ait une faillite, genre Bank of America. Je ne sais pas, tu as vu l'action aujourd'hui, la Bank of America? Est-ce qu'elle était en dessous de 5 $? L'action de la Bank of America hier a touché les 5 $. En général, à partir du moment où cette action descend encore plus bas, et bien techniquement, ce sera une faillite de la plus grande banque des États-Unis, la Bank of America. Et je ne pense pas que cette fois-ci, Obama puisse se permettre de sauver ses petits copains de la banque. Et là, je peux vous dire que ça sera la fin du jeu. Voilà. Donc jusqu'à présent, ils ne tiennent que parce qu'ils impriment de la monnaie, du papier toilette avec des dollars. D'ailleurs, pour vous remercier d'être venus, je vais vous l'apporter. Voilà, allez-y. Faites-le passer. Hein. Prenez chacun 100 €, hein, puis je pense que là pour tout le monde. Voilà, là c'est techniquement, là c'est du vrai papier toilette avec, en base de billets 100 €. Non, mais c'est vrai, rien que le fait que des fabricants aient pensé à sortir du papier toilette avec des euros, je sais pas si vous voyez, c'est quand même quelque part très fort, quoi. Donc, pour terminer là-dessus, vous n'aurez pas de retraite. Alors, j'ai un autre principe à vous montrer. Alors ça, c'est très important. Alors, regardez bien, ça c'est excellent. Alors, vous m'entendez? Ah, on ne voit pas trop bien là. Vous n'êtes pas dans l'enjeu. Enfin, cela dit, ceci est la liste de tous les bons du Trésor qui vont être vendus par les différents gouvernements au cours des prochaines semaines et mois. Donc, je ne sais pas s'il y a assez d'argent sur cette planète pour satisfaire aux besoins, mais grosso modo, vous avez au 17 novembre par exemple, déjà la France, hein, qui émettait à 2 ans, 4 ans, 5 ans, et un autre, je pense que c'est 5 ans. Mais sachez qu'à l'agence France Trésor, ils sont tellement embêtés qu'il était question d'émettre un bon du Trésor à 50 ans. Si Jeanne d'Arc avait connu les bons du Trésor, moi je peux vous dire qu'elle aurait fait très fort. Hein. Elle serait allée chercher les Anglais directement à Londres. Elle ne connaissait pas. Elle était obligée de payer ses soldats avec des pièces de. Alors, ça, c'est tous les pays donc, qui vont émettre leurs obligations, leurs bons du Trésor. Et c'est une liste en général assez. C'est vraiment sur des sites spécifiques. Je ne sais pas jusqu'à quand ira cette monétisation de la dette, qui monétise d'autres dettes avec de la dette. C'est un peu, si vous voulez, comme un malade, vous voyez, quelqu'un qui est accidenté sur le sol à côté de sa voiture détruite.
et vous lui mettez 10 kilos, puis 20 kilos, puis 30 kilos, puis 50 kilos, puis 100 kilos, et un peu comme des haltérophiles. Il ne peut pas se lever. C'est impossible. Et donc c'est pour ça que quand on parlait d'esclavage de la dette, on y est. Là, vous l'avez techniquement devant vous. Alors, voilà, bon, je pense que ça pardon. Je pense que ça se passe au commentaire. Maintenant, avec ce graphique, vous comprenez très bien pourquoi Nicolas Sarkozy ne pouvait pas permettre à ce que la Grèce s'effondre. Puisque on était pour à peu près 56, encore, bon, ça c'est les chiffres officiels. Si vous ajoutez les crédits de Volkswagen, etc., je pense que notre exposition à la Grèce est de l'ordre de 200 milliards. Parce que n'oubliez jamais une chose, les crédits dérivés, les crédits des Volkswagen, etc., n'apparaissent pas vraiment dans le bilan des banques. Olivier, c'est du hors bilan, purement et simplement. Les anglo-saxons appellent ça OTC, over the counter. Hein. Donc c'est sous la table, quoi, pour nous, la traduction, c'est comme ça que je le donnerai. Et vous comprenez maintenant pourquoi il était impossible. Mais notre exposition à l'Italie, je crois qu'il est 10 fois ça, il me semble. Hein, et l'Italie a été obligée de payer ses bons du Trésor 8% hier, à 3 ans, 2 ans, je ne sais plus. Mais 8%. Et je l'ai déjà dit maintes fois, à partir du moment où un pays est obligé de payer plus de 4,5% d'intérêt sur ses bons du Trésor, quelle que soit la durée, c'est mort. C'est tout. C'est comme si vous aviez un prêt ZLM, vous, perso, avec 40% de taux d'intérêt. Alors. Et on peut pas non, on ne peut pas les voir, vous voyez, un grand plus. Non, mais stop. Bon. Alors, regardez bien cette liste. C'est à cause de cette liste que Black Masters et JP Morgan n'ont pas pu faire de procès. Parce que d'une part, c'est un document interne de JP Morgan, que je me suis procuré donc, pour le livre. Et ici, vous avez exactement le plan de bataille de Black Masters, qui était confidentiel avant que ça devienne public avec la parution du livre. Vous avez exactement les différentes manières de la JP Morgan pour investir. Voilà, pour investir dans les matières premières agricoles. Regardez bien. Vous avez d'abord tout ce qui est live cattle, c'est-à-dire le bétail, live vivant. Voilà. Feeder cattle. Alors, feeder cattle, je ne savais pas que ça existait. En fait, c'est du bétail qu'on abat pour nourrir d'autres animaux. C'est le principe de la vache folle. Hein. Vous l'avez là. Hein. Sachant que la bête est anglaise, tout ceci s'explique. Lean hogs, je crois que c'est du bacon. Et pork bellies, c'est du lard. Enfin bon, c'est assez proche. Ensuite, tout ce qui est grain. Donc vous voyez qu'elle achète donc tout ce qui est maïs, céréales, etc., etc. Ensuite, dans les sucres, alors attention, elle fait une grande différence avec les sucres. Par exemple, le sucre monde numéro 11, c'est un peu comme le parfum, vous avez Chanel 5, là vous avez le White Sugar number 5. Je ne sais pas ce que c'est, mais manifestement dans le milieu industriel agroalimentaire, c'est quelque chose, c'est une distinction très importante. Et bien sûr, l'éthanol. Ne vous étonnez pas, si la JP Morgan et la Goldman Sachs aient acheté récemment encore des terres colossales au Brésil, en Afrique, hein, ils prennent le contrôle véritablement de toutes les matières premières. Je répondrai après. Pourquoi c'est évident. On en a parlé tout à l'heure. Ensuite, vous avez le café, comme je vous l'ai dit, le chocolat, le cacao, pardon, le coton,
Ensuite, vous avez les différentes huiles de palme. Et je pense qu'il y a aussi tournesol, mais peu importe. Ensuite, il y a lumber. Alors, lumber, c'est tout ce qui est planche, vous voyez, pour la menuiserie. Le jus d'orange, c'est très important. Elle achète toute la production de jus d'orange et le lait. Et ensuite, regardez bien en dessous, elle a fait un classement de tout ce qui est haute liquidité, liquidité médium et liquidité assez basse. Donc, quelles sont les valeurs qu'elle peut vendre très vite, qu'elle peut monétiser très très vite. Hein, donc, vous avez alors tout ce qui est CBOT, tout ce que vous voyez, New York Bot, etc. En fait, c'est la bourse de Chicago, hein, de matières premières agricoles. C'est de New York. Le LIF, c'est un marché de matières premières, etc. Donc vous voyez que les banques, aujourd'hui, nous sommes revenus exactement à la même situation qu'en 1788. C'est-à-dire qu'en 1788 et avant, ce sont les aristocrates qui possédaient les terres et qui avaient le droit de les exploiter et de les vendre. Et le paysan n'avait qu'à se la fermer, et sinon, il était rossé à coups de bâton. Hein, rappelez-vous toutes les pièces de Molière. Sganarelle et compagnie, c'est toujours rossé de bâton. Voilà. Donc, les aristocrates avaient toutes les terres et la production. Eh bien, nous sommes revenus en 1788, sauf qu'on est en 2011, et que ce sont à nouveau les banques qui sont devenues les grandes propriétaires. Elles s'en mettent même plus à posséder les terres. Elles achètent directement la production. Elles se servent directement dans vos assiettes. L'inflation colossale que vous avez pu voir cette année, hein, nous la devons aux banques et à personne d'autre. Et ça, croyez-moi que là, ça c'est un document JP Morgan en direct de New York. Voilà, y compris les couleurs. Je n'ai touché à rien, j'ai juste recadré le document, c'est tout, et j'ai enlevé le nom de la personne qui avait fait la présentation pour éviter des soucis. Voilà. Alors, donc je ne sais pas s'il reste du temps ou une minute. Combien? Une ou deux minutes alors. Je vais regarder brièvement s'il y a d'autres. Accordez-moi une seconde, j'en ai plusieurs. Gold selling. Oui. Oui. Alors regardez bien ce graphique. Alors c'est le dernier que je vais vous montrer, mais c'est très important, c'est pour concerne l'or. Quelqu'un a une idée absolument géniale de comparer ce dont parlait Olivier tout à l'heure, à savoir remonter les limites. Vous savez que le Sénat doit donner son accord, etc. Aux États-Unis, c'est compliqué, donc ils doivent tous signer, comme quoi ils augmentent le plafond de la dette. Alors, regardez bien, depuis... alors, je ne vois pas trop à partir de... Voilà, 1994-95. Donc, vous voyez que le prix de l'or, et c'est pour ça que je dis toujours, c'est pas le prix de l'or, c'est pas l'or qui monte, hein, c'est la valeur de la monnaie qui baisse, tout simplement. Parce que l'or est toujours stable. Si on regarde, j'ai d'autres graphiques que je ne pourrais pas vous montrer. Donc vous voyez que le prix de l'or suit parfaitement la dette américaine, tout simplement. Donc si vous recalculez, si vous regardez les nouveaux seuils qui vont être mis en place à partir de l'année prochaine, peut-être même avant la fin du mois, de décembre, eh bien vous pouvez d'ores et déjà calculer le prix de l'or auquel il va arriver. C'est pas très très compliqué. Voilà. Je pense que ce graphique dit tout. Hein. Et à nouveau, je précise, l'or n'est pas un truc de spéculation, c'est juste quelque chose qui vous permet de transporter vos économies dans le temps. Hein. La question n'est pas de savoir si ça va vous rapporter quelque chose, la question est de savoir dans des moments où il y a vraiment il y aura des émeutes, parce que là je partage entièrement l'opinion d'Olivier, il y aura des émeutes, tout ceci se terminera dans le sang. Hein. Les policiers, les militaires seront les premiers en ligne et ils paieront un prix très très cher. Ça a déjà commencé. Je vous signale qu'il n'y a pas très longtemps, il y a un policier qui est mort dans cette région. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont les malfaiteurs, ils ne se sont pas attaqués à une banque ou à des lingots d'or, ils sont allés chez Picard ou je ne sais plus qui. Enfin bon, ils ont volé des surgelés. Alors, je vous signale quand même que quand je vous parlais tout à l'heure, je vous montrais que les banques sont en train d'acheter des matières premières agricoles. Ne vous étonnez pas, en Angleterre,
les grands magasins comme Tesco, etc., qui sont l'équivalent de Carrefour au champ, mettent des antivols sur vous savez, les barquettes de viande, les barquettes de poisson. Des antivols, vous savez, comme pour les DVD là, que vous voyez ici. Donc, tout ceci, malheureusement, va très mal se terminer. Sachez que ni le peuple français, ni le peuple italien, ni le peuple espagnol n'est pour rien, contrairement à ce que dit Jacques Attali. C'est pas le peuple, c'est pas les Français qui ont créé la crise, c'est les banques qui prêtaient de l'argent à qui le demandait et surtout à ceux qui ne le demandaient pas. Je vous ai donné des exemples tout à l'heure. Ceci est le résultat d'une immense escroquerie monumentale montée par les banques anglo-saxonnes. Et c'est tout. Et nous allons tous payer un prix très cher. Parce qu'à un moment donné, et je vais conclure là-dessus, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mervyn King, a déclaré dans une interview en janvier 2010 que lors d'une réunion qui a eu lieu au mois d'octobre, donc juste après le crash du 29 septembre 2008, il était question pour l'Angleterre d'arrêter tous les distributeurs automatiques. C'est exactement, tout était arrêté. Donc, c'est pour ça que la réunion de Paris avait été organisée avec Nicolas Sarkozy, avec tous les autres banquiers, Tim Kellner, etc. Et ils ont pris, les politiques et les banquiers ont pris la décision de prendre l'argent du peuple, donc le vôtre, les miens, les en l'occurrence, tous nos impôts, pour renflouer ces banques qui ont perdu de l'argent par leur escroquerie. En fait, grosso modo, c'est comme si les patrons de la Société Générale BNP sont allés au casino de Monte-Carlo, d'accord? Au lieu de jouer 100 €, ils ont joué 100 milliards. Ah merde, on a perdu. Tiens, le peuple va payer. C'est exactement ça. C'est ça la crise aujourd'hui. Je vous remercie.